Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire un peu spécial puisque nous allons vous dévoiler un aperçu de la nouvelle interface de Squash qui est à sortir en début d'année prochaine. Donc tout d'abord, nous-mêmes, nous allons nous présenter. Vous êtes habitués, pour ceux qui ont déjà fait des webinaires Squash, à voir nos noms. On a la chance encore une fois aujourd'hui d'avoir la product owner de Squash TM avec nous, Marion Delogo, Bonjour à tous. qui va faire la démo et puis moi-même pour vous faire l'introduction et gérer s'il y avait un souci technique. Enix au cœur du projet Squash. Donc Squash, c'est un projet open source développé par Enix depuis 2010 et Enix est le principal contributeur et le seul committeur de la suite Squash. Enix, né en 1999, accompagne une clientèle de grands comptes pour fournir du conseil en qualité logicielle et apporter toute son expertise fonctionnelle et technique sur l'ensemble des tests de la chaîne logicielle. En bref, la répartition des activités d'Enix se divise en 4 parties, la réalisation de tests majoritairement, mais aussi le conseil en qualité logicielle, et enfin la formation via notre école de la qualité logicielle et l'édition du logiciel Squash. La croissance du groupe a été plutôt constante et nous arrivons aujourd'hui à un total de 250 personnes qui composent Enix et 23 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année dernière. Notre expertise en qualité logicielle dépasse le simple cadre de nos activités puisqu'on est également partenaire de plusieurs grands noms comme Atlassian, Neotis et nous sommes désormais membres de la fondation Robot Framework depuis quelques semaines, c'est tout récent, pour développer aussi le fait que nous sommes pleinement impliqués dans la notion d'open source actuellement. Je termine en évoquant l'organisation et l'animation du club qualité logicielle depuis 2005. La prochaine session du club aura lieu le 19 novembre 2020. Donc, si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous renseigner sur cet événement via le site clubqualitélogicielle.fr. Le calendrier Squash, l'activité va être importante dans les prochaines semaines et mois. Aujourd'hui, on part du point de départ qui est le webinar pour vous présenter pour la première fois un aperçu concret de la future interface de Squash. Nous aurons ensuite donc le club qualité logicielle et puis les sorties prochaines à venir de Squash TM 1.22 qui permettra d'améliorer la gestion des cas de tests BDD grâce à une bibliothèque d'action notamment et puis avec aussi des évolutions de Xsquash en lien. Et la sortie de TF2. Alors là aussi, on fera une communication plus ciblée sur le sujet pour la partie Test Factory, avec un webinar certainement qui aura lieu dans les prochains mois. Et l'objectif avec la sortie de TF2 est de sortir des modules régulièrement, tous les mois, avec des nouveautés qui sortiront pour intégrer normalement des outils de CI/CD. Et puis enfin, en mars 2021, ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est la sortie de la version Squash TM refondue au niveau de l'interface et de l'ergonomie. Eh bien, c'est justement le sujet du jour, avec donc une présentation générale de la nouvelle interface, de l'espace 4 test, qui, au même titre que l'espace exigence et campagne, reprendra les grands concepts de l'ancienne version, mais remise à jour. Donc, on se concentrera essentiellement aujourd'hui sur l'espace 4 test, car il est plus avancé en termes de développement. Et puis, on terminera par l'espace recherche, les tableaux de bord et l'espace administration de Squash. Et je laisse Marion prendre la main pour la démo. Merci Thibaut. Oui, donc l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous montrer un aperçu de la version refonte de Squash, donc la refonte de l'interface graphique. Donc c'est une version qui sortira en mars 2021, qui s'appuie sur une nouvelle technologie qui est la technologie Angular, plus moderne que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc une grosse partie de l'application a été réécrite. Cette version de mars sera iso-fonctionnelle par rapport à la version de Squash 1.22 qui sortira en décembre. Iso-fonctionnelle en termes de fonctionnalité pure. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'évolutions à la fois en termes d'ergonomie et également sur l'amélioration de fonctionnalités existantes de Squash. Donc là, on retrouve la page de login de Squash, donc avec la mire de login et puis la possibilité d'afficher un message. Donc, on va se connecter et on va arriver sur la page d'accueil de Squash.
Là encore, possibilité d'ajouter un message ou d'afficher un tableau de bord. Ça, c'est similaire à ce que l'on connaît actuellement. Et donc, on va tout d'abord s'attarder sur la barre de navigation. Donc, jusqu'à maintenant, on avait une barre de navigation. On avait deux barres de navigation, en fait, dans Squash. Une barre de navigation qui permettait d'accéder aux principaux espaces, et puis une barre d'administration, accès à mon compte, qui se trouvait sur la partie haute de l'écran. Là, on a regroupé toutes ces informations dans une seule barre de navigation que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, donc avec accès aux différents espaces, tout en conservant le code couleur que l'on connaît actuellement, et puis accès à l'administration, au filtre projet, donc qui fonctionne comme actuellement, avec la possibilité d'afficher soit tous les projets, soit d'afficher une sélection de projets, donc avec une pop-up permettant de sélectionner les éléments à afficher. Et puis l'accès à mon compte et le bouton pour se déconnecter se trouve via cette icône ici qui est en bas de la barre de navigation. Quelques nouveautés au niveau de cette barre de navigation, c'est l'apparition d'un menu Aide qui va vous donner des informations sur la version de Squash installée, par exemple, via le menu à propos, qui va vous permettre d'accéder à la documentation en ligne et qui va vous permettre également d'accéder au bug tracker de Squash si vous souhaitez rapporter une anomalie ou effectuer une demande d'évolution sur l'application. Donc, première petite nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est la gestion du mode jalon pour les personnes qui utilisent les jalons. Donc, cette gestion-là du mode d'affichage des bibliothèques en mode jalon ou en mode référentiel se faisait via mon compte, une partie sur la page mon compte. Là, ça a été rapatrié au niveau de la barre de navigation pour effectuer cet affichage de manière plus rapide. Et puis, dernière petite chose, c'est que cette barre de navigation, on peut la replier ou la déplier si l'on souhaite gagner en affichage sur le reste de l'écran. Dernier élément au niveau de cette barre de navigation, on peut accéder à cette page d'accueil simplement en cliquant sur l'icône Squash que l'on voit tout en haut. Voilà pour cette présentation un peu générale et sur la barre de navigation. Donc on va maintenant passer à l'espace cas de test qui va nous occuper la majeure partie de ce webinaire. Donc comme vous le disait Thibaut, c'est l'espace qui est le plus abouti en termes de développement pour l'instant. Les espaces exigences et campagnes sont en cours de développement et s'appuieront sur les mêmes principes que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc nous voici sur l'espace cas de test où l'on retrouve la bibliothèque sur la partie gauche de l'écran et la page de consultation sur la partie droite de l'écran. Donc si on s'attarde pour l'instant sur la bibliothèque, on retrouve tout en haut les boutons d'action pour l'ajout, le copier-coller et la suppression. Donc ça fonctionne comme actuellement. L'ajout d'éléments se fait toujours via une pop-up. L'import-export fonctionne également de la même manière. On retrouve le menu ici. Petite nouveauté, on a désormais la possibilité de trier par ordre alphabétique ou ordre positionnel directement depuis la bibliothèque. C'est une fonctionnalité qui existait mais qui était présente dans la partie mon compte. Donc là, à nouveau, un peu comme pour le mode jalon, on a rapatrié ce bouton ici. Et puis l'accès à la recherche sur lequel on reviendra tout à l'heure. Maintenant, au niveau de l'affichage des éléments dans la bibliothèque, on va retrouver dans la couleur de l'espace les projets, avec la petite icône indiquant les droits dont dispose l'utilisateur. Au sein des projets, on va ensuite retrouver dans des sortes de capsules les projets ainsi que les cas de test. Alors les cas de test, sur la partie gauche de la capsule, on va retrouver un certain nombre d'icônes qui vont donner des informations sur les attributs des cas de test que l'on pourra avoir en un clin d'œil. Donc dans un premier temps, on va avoir des informations via le petit arrondi sur l'importance du cas de test. Donc on a une infobulle qui s'affiche au survol de chacune de ces icônes. On a ensuite des informations sur la nature du cas de test, et puis une icône que l'on avait déjà dans la version actuelle, qui va donner des informations sur le statut du cas de test, sur le fait qu'il soit associé ou non à des exigences, et sur le fait qu'il possède ou non des pas de test.
Donc ça a un certain nombre d'informations à ce niveau-là. Globalement, hein, ça fonctionne de la même manière que maintenant. On retrouve bien notre arborescence. On a essayé d'apporter un soin particulier au déplacement des éléments et de montrer clairement, lorsqu'on effectue un déplacement d'une sélection d'éléments, où est-ce que ces éléments vont être déplacés. Donc là, si je vais vers un autre dossier, je vois clairement que ma sélection va être déplacée dans le dossier. Ça, c'est plus visuel et c'est matérialisé par une ligne de couleur. Donc la même chose si je déplace dans un projet, je vais visualiser de manière plus claire où mon élément va être déplacé. Et puis, si vous avez vu, lorsque je sélectionne un ou plusieurs éléments, j'ai une petite capsule qui s'affiche au survol et qui m'indique quels éléments j'ai sélectionnés. Je peux visualiser la référence et le nom. Voilà, donc sinon on a toujours la possibilité de réajuster l'affichage de la bibliothèque, de la masquer si l'on souhaite avoir plus de place pour afficher la page de consultation. Donc tous ces éléments ne changent pas. Voilà pour la bibliothèque. Je vous propose maintenant de passer à la page de consultation d'un cas de test en commençant par la partie haute de l'écran. Donc cette partie haute qui va du nom ici jusqu'à la partie information, c'est une partie qui est fixe et donc qui s'affichera quel que soit l'élément que l'on consultera sur la page de consultation du cas de test. Donc elle est composée du nom et de la référence du cas de test qui sont modifiables en cliquant simplement sur le champ. Cette partie est également composée, et ça c'est également une nouveauté, de capsules qui vont donner des informations sur certains attributs du cas de test. Donc avec à nouveau une infobulle qui s'affiche au survol pour savoir de quels éléments on parle. Donc on a des informations actuellement sur le statut, l'importance et sur le statut d'exécution de la dernière exécution du cas de test. Donc ces informations sont fixes. À l'avenir, on envisage de pouvoir personnaliser les informations qui sont affichées dans ces capsules. Autre élément que l'on retrouve dans ce bloc ici, ça va être la gestion des pièces jointes, qui n'est plus dans un bloc, dans un onglet spécifique. On va retrouver l'accès aux pièces jointes via cette petite icône trombone, avec à côté un petit indicateur qui va permettre de voir à nouveau très rapidement si des pièces jointes sont associées ou non à l'élément sélectionné. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les dossiers, sur les projets, on retrouve un peu partout dans l'application. Donc la gestion des pièces jointes se fait via un volet qui s'affiche sur la partie droite de l'écran, donc qui va lister les pièces jointes qui sont associées à l'élément. Pour les consulter ou télécharger, il suffit de cliquer sur le lien de chacune des pièces jointes. Et pour l'ajout, donc là, je vais vous montrer, on va commencer par la suppression. Je vais vous montrer l'ajout très rapidement des pièces jointes, qui est plus intuitif que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, puisqu'il peut se faire donc soit en allant chercher un fichier au niveau de l'ordinateur, soit par drag and drop directement dans la partie de gestion des pièces jointes. Et donc ma pièce jointe a bien été ajoutée et mon petit indicateur a été rafraîchi à ce niveau-là. Donc voilà pour cette partie fixe des informations associées au cas de test. On va maintenant s'attarder sur le système de navigation au sein de la page de consultation, donc là d'un cas de test, mais c'est valable à nouveau pour toutes les entités de l'application. Donc, si vous remarquez, on n'a plus d'onglet qui s'affiche, on a maintenant un système de navigation qui va s'effectuer via des encres. Donc on a une barre d'encre qui s'affiche ici juste à gauche des éléments de la page de consultation. Et donc ces encres, elles vont permettre d'afficher et de naviguer soit vers des éléments qui sont présents sur la même page, donc c'est le cas ici des exigences vérifiées par le cas de test, du cas de test appelé par, soit de naviguer vers une nouvelle page lorsqu'il y a pas mal d'informations à afficher, ce qui est le cas des pas de test, des exécutions ou des anomalies connues.
Donc on retrouve au survol de chaque encre le nom de l'élément concerné. Donc on peut voir rapidement ce que l'on va consulter. Et si vous remarquez, sur certaines de ces encres, un petit indicateur chiffré, à nouveau, qui va indiquer très rapidement combien d'éléments, par exemple combien d'exigences sont associées au cas de test, combien de pas de test sont présents au niveau du cas de test, combien y a-t-il d'exécutions, combien y a-t-il d'anomalies connues. Donc ça, quelques indicateurs qui vont permettre de voir de manière très rapide le contenu d'un cas de test. Un élément de navigation que l'on a au niveau de ces encres, c'est lorsque l'on va... Donc là, je vais me placer sur l'encre exigence vérifiée par ce cas de test. Lorsque l'on va naviguer vers un autre cas de test, on va naviguer directement sur la dernière encre consultée. Donc là, à nouveau, on n'a plus de système d'encre ou d'onglet par défaut. On choisit l'élément que l'on veut consulter en masse. Donc là, c'est le cas des exigences. Si je veux consulter les pas de test en masse, je vais pouvoir le faire de manière assez rapide. Voilà pour cette partie sur les encres. Un dernier élément qui concerne la navigation, c'est la possibilité désormais d'accéder à la consultation d'une entité directement par son URL. Donc si vous souhaitez mettre en favori un dossier de cas de test, un plan d'exécution, un cas de test lui-même, vous pouvez le faire et vous pourrez accéder directement à cette page, donc avec la page de consultation sur la partie droite, avec une vision sur la bibliothèque. Donc ça, c'est une petite évolution également qu'on a fait sur la partie navigation. Et puis également, parler des performances, l'affichage est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide que dans la version actuelle, que l'on ait peu d'éléments ou beaucoup d'éléments. Alors là, on est dans le cadre du webinaire, on enregistre en même temps que l'on fait la démo, donc il peut y avoir des petits ralentissements, mais dans un cadre d'utilisation classique, l'application répond beaucoup plus rapidement que la version actuelle, même lorsqu'il y a beaucoup d'éléments à afficher. Je vous propose maintenant de détailler le contenu de chacun des blocs, en commençant peut-être par le bloc information, où l'on retrouve les différents attributs du cas de test, donc le statut, l'importance, la nature, le type. Ça ne change pas. Pour modifier les éléments, on clique sur le champ, on le modifie et on valide. On a sur la partie droite du bloc information des éléments qui ne sont pas modifiables, tout ce qui est information sur la date de création, de modification sur l'ID. Voilà, c'est des informations qu'on retrouve à ce niveau-là. Et ensuite, nouveauté qu'on va retrouver dans ce bloc, c'est la gestion des jalons. Comme les pièces jointes qui ne fait plus l'objet d'un bloc séparé ou d'un onglet séparé, c'est maintenant un champ à part entière au niveau du bloc information. Et les jalons sont affichés sous forme de tag, avec au survol du tag les informations du jalon, donc son statut, sa date d'échéance et sa description s'il en a. Et donc pour associer des jalons à un élément, là ça se fait comme actuellement, via une pop-up d'association où l'on sélectionne le ou les jalons à associer et un nouveau tag s'affiche dans le champ jalon. Et donc pour les supprimer, il suffit de cliquer sur la petite croix. On retrouve ensuite les champs personnalisés qui vont s'afficher dans ce bloc information et la description que l'on voit ici, donc qui est comme actuellement du champ texte riche qui peut être mis en forme. On va maintenant passer au bloc exigence vérifiée par ce cas de test. L'affichage du bloc en lui-même est similaire à ce que l'on a actuellement, avec la liste des exigences qui sont affichées dans un tableau où l'on va retrouver un certain nombre d'informations. Certaines sont affichées sous forme d'icônes. Là encore, au survol de ces icônes, on va retrouver dans une infobulle la valeur qui est associée. La grosse nouveauté au niveau de ce bloc, ça va être le mécanisme d'association d'exigence au cas de test. Donc lorsque l'on va cliquer sur le bouton d'association ici, on ne va plus naviguer vers une interface d'association de niveau 2, donc vers une autre page, mais on va avoir simplement la bibliothèque des exigences qui va s'afficher sur la partie droite de l'écran. Et donc pour associer, il suffira de sélectionner une ou plusieurs exigences à associer
et d'effectuer un glisser-déposer au niveau de la page de consultation du cas de test. Pas besoin de viser le bloc exigence vérifiée. Toute la zone qui s'affiche en surbrillance ici peut être utilisée. Et donc là, voilà, on a vu que le bloc a été mis à jour avec la nouvelle exigence associée. Et donc, ce mécanisme d'association se fait maintenant de cette manière. Donc, ça limite pas mal le nombre de clics par rapport à ce que l'on a actuellement. Et puis ensuite, bien sûr, si l'on souhaite supprimer une association, on peut toujours le faire depuis cette table. Voilà pour cette partie des exigences associées. Pour finir sur cette page principale de la page de consultation des cas de test, un petit mot sur le bloc paramètres et jeux de données. Donc on n'a plus deux blocs dédiés comme on avait avant, un bloc pour les paramètres, un bloc pour les jeux de données. Tout est maintenant regroupé dans un seul bloc avec un tableau à double entrée où l'on retrouve les paramètres qui sont sous forme de colonnes ici, donc que l'on peut ajouter soit directement via les pas de test ou les prérequis, soit en cliquant sur le petit bouton ajouter ici. Donc on peut gérer depuis l'entête de ces colonnes le nom des paramètres, on peut supprimer directement les paramètres depuis cet élément, ajouter une description. Donc tout peut se faire depuis ce tableau. Et puis on retrouve les jeux de données sous forme de lignes, et donc on peut les ajouter via le bouton ici. Et à nouveau, on peut effectuer des modifications directement dans la table. Donc voilà pour ces informations principales des cas de test. On va maintenant passer au pas de test, donc accessible sur une page à part via l'encre qui s'affiche ici. Alors l'affichage des pas de test a également pas mal évolué. La première chose, c'est que l'on a regroupé au sein de cette page l'affichage des prérequis suivi des pas de test. Donc ça, c'est la première petite nouveauté. La deuxième, c'est l'affichage des pas de test en eux-mêmes, qui ne s'affichent plus sous forme de tableau comme c'était le cas actuellement, mais sous forme de blocs indépendants, où l'on retrouve les actions et les résultats attendus. On peut réajuster les zones d'affichage de ces deux éléments, et toutes les informations complémentaires des pas de test, donc tout ce qui est champ personnalisé, exigences associées ou pièces jointes, s'affichera, s'il y en a, sous ces champs-là. Voici un exemple ici au niveau du pas de test numéro 3, où là, on a des pièces jointes et des exigences associées. Elles s'affichent sous ces champs, donc on a un petit peu plus d'espace pour l'affichage des actions et des résultats attendus. Là, à nouveau, on peut éditer les pas de test directement en cliquant sur le champ. Au niveau de ces pas de test, on va retrouver les boutons d'action ici qui vont s'afficher au survol de chacun des pas de test. Donc, bouton d'action pour ajouter un nouveau pas de test, donc qui sera ajouté systématiquement juste après le pas de test sur lequel on a cliqué sur le bouton ajouter. Copier-coller, donc on peut toujours faire de la sélection multiple. Supprimer, donc ça se fait également ici. Et puis, via les trois petits points ici, on va pouvoir accéder aux actions supplémentaires, donc l'association d'exigences au pas de test, donc qui se fait de la même manière que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va pouvoir accéder aux détails du pas de test, donc la page de niveau 2 du pas de test, et puis on va pouvoir également ajouter des pièces jointes, donc soit en allant chercher un fichier dans l'ordinateur, soit par glisser-déposer directement sur le pas de test. Voilà pour cette partie sur présentation générale des pas de test. On a également la possibilité de replier individuellement, comme c'est le cas ici, certains pas de test, si on veut avoir un affichage plus réduit, soit de manière générale via les boutons qui s'affichent ici. Et donc là, voilà, on aura une vue un petit peu plus d'ensemble des pas de test avec un aperçu de leur contenu. Et qu'on soit en vue réduite ou en vue agrandie, à nouveau, on a travaillé sur la réorganisation, sur le déplacement des pas de test. Et donc, on va avoir la possibilité de visualiser de manière assez claire
où est-ce que l'on souhaite déplacer les pas de test et réorganiser les pas de test. Dernière chose qui concerne l'affichage des pas de test, ça va être la consultation des cas de test appelés. Donc jusqu'à maintenant, pour les cas de test appelés, on avait ce type d'affichage avec appel suivi du nom du cas de test, sans avoir plus d'informations. Pour avoir le détail du contenu du cas de test, il fallait cliquer sur son libellé. Désormais, on a la possibilité de visualiser l'ensemble des étapes des cas de test appelés depuis le cas de test qui appelle. Donc simplement en dépliant le pas de test, en cliquant sur la petite flèche ici. Et là, on voit le détail des actions et résultats qui constituent le cas de test appelé. Voilà pour cette présentation sur les prérequis et pas de test. Donc ensuite, on retrouve la liste des exécutions du cas de test, ainsi que les anomalies connues. Donc là, pas de grosse différence par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Simplement, voilà, des petits indicateurs au niveau des encres pour visualiser assez rapidement si on a des exécutions et des anomalies. Je vous propose maintenant de passer à la recherche, la page de recherche des cas de test. Donc ce sera la même chose pour les exigences. Donc qui est accessible via le petit bouton loop ici et qui a pas mal évolué par rapport à la version actuelle. Donc actuellement, on avait une page qui était dédiée aux critères de recherche et une page qui était dédiée aux résultats de recherche. Là, on a décidé de tout regrouper sur une seule page pour que ce soit à nouveau plus fluide et pour que l'on puisse affiner la recherche de manière plus rapide en limitant le nombre de clics. Donc cette partie critères s'affiche sur la partie gauche, la partie résultats s'affiche sur la partie droite de l'écran. On peut masquer les critères si l'on souhaite gagner en lisibilité et en zone d'affichage sur les résultats de recherche. Petite nouveauté, le périmètre de recherche est par défaut initialisé avec les projets qui figurent dans le filtre projet. On peut bien sûr affiner encore plus cette recherche ou l'étendre, donc ajouter des projets, même s'ils ne sont pas dans le filtre projet. Ça, c'est la première chose. Donc, on peut toujours faire une recherche par projet, comme c'est le cas actuellement. Petite nouveauté, on peut également maintenant effectuer une recherche via un périmètre personnalisé. Donc, ce périmètre personnalisé va simplement afficher l'arbre des cas de test et va permettre d'effectuer une sélection beaucoup plus fine et donc d'effectuer une recherche à partir d'un répertoire, à partir de plusieurs répertoires ou à partir d'une sélection multiple de cas de test. Donc là, on va vraiment pouvoir aller assez loin en termes de périmètre de recherche. Maintenant, si l'on parle des critères de recherche, donc ils sont accessibles via le bouton « Ajouter un critère » ici, qui va afficher une liste déroulante où on va retrouver les différents critères de recherche qui sont triés par grande catégorie. Donc ça, les critères de recherche sont similaires par rapport à ce que l'on avait dans la version actuelle. On retrouve l'ensemble de ces critères. On peut chercher rapidement un de ces critères via un champ de recherche ici. Ces critères sont dynamiques pour certains. C'est le cas des champs personnalisés. Seuls les champs personnalisés associés au cas de test des projets sélectionnés dans le périmètre s'afficheront. Donc, pas d'éléments qui sont affichés inutilement et qui amèneront à des résultats nuls. Et donc, pour effectuer une recherche, eh bien, il suffit de sélectionner un critère. On a le critère qui va s'afficher dans la liste des critères de recherche. Ensuite, il suffit d'ajouter un filtre. Donc là, j'effectue une recherche sur la référence, de mettre à jour, et la recherche a bien été effectuée. Je peux faire la démonstration sur un autre critère, par exemple sur l'importance. Donc là, l'importance, c'est un champ liste. On a un autre type de filtre qui peut s'appliquer. Donc on va sélectionner très haute. On voit que les résultats ont été rafraîchis. Et donc voilà, en fonction de chaque type de critère, que ce soit des critères numériques, des listes, des champs texte, des dates,
on aura différents types de filtres qui pourront être appliqués. Petite nouveauté, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, les résultats de recherche se mettent à jour de manière dynamique en fonction des filtres ou des critères appliqués. Donc, pas besoin de cliquer sur le bouton rechercher. Là, je vais supprimer un critère. Mes résultats de recherche se mettent à jour automatiquement. Donc là, à nouveau, on gagne en fluidité et en clic et en rapidité. Voilà pour cette partie critères de recherche. Au niveau des résultats, eh bien, on peut toujours modifier certaines informations directement dans la table des résultats de recherche. On peut également modifier en masse ces informations, associer des jalons en masse et exporter les résultats de recherche. Ça, c'est conforme à ce que l'on a actuellement. Voilà pour la recherche. Je vous propose maintenant de passer au tableau de bord. Donc, tableau de bord par défaut, qui sont affichés lorsque l'on sélectionne un projet, un dossier ou que l'on effectue une sélection multiple d'éléments. Donc, ces tableaux de bord s'appuient là aussi sur une nouvelle librairie, un peu plus moderne, avec des couleurs un petit peu plus actuelles. La première chose, c'est qu'il n'est plus nécessaire de cliquer sur le bouton rafraîchir pour afficher le tableau de bord d'un élément. Donc là, si je passe d'un dossier à un autre ou à un projet, vous voyez que mes données se sont mises à jour, ce qui n'était pas le cas actuellement. Donc actuellement, là, on a au survol de chacune des portions des graphiques des informations sur l'élément consulté et puis le pourcentage et le nombre d'entités qui sont présentes dans chacune de ces portions. L'idée d'ici la sortie, ça va être d'afficher ces éléments à l'intérieur de chacune des portions pour que là, à nouveau, en un coup d'œil, on puisse voir ce que l'on consulte. On peut toujours accéder à la recherche au clic sur chacune des portions. Petite nouveauté par rapport à la version actuelle, on a les critères qui sont pré-remplis avec en fonction de la portion sur laquelle on a cliqué au niveau des graphiques. Et donc là, on pourra, si on le souhaite, affiner ou étendre le périmètre de recherche ou les critères. Tout sera possible à partir de ce niveau-là. Voilà pour cette partie tableau de bord. Du coup, je pense que j'ai fait le tour de l'espace cas de test. Et je vous propose maintenant, donc comme je vous le disais, hein, l'espace exigence et campagne sont en cours de développement, mais on reste dans le même esprit au niveau de l'affichage, au niveau des mécanismes. On ne sera pas perdu. Pour finir ce webinaire, je vous propose de vous montrer l'espace administration, qui a également pas mal été refondu. Donc l'administration est accessible via la barre de navigation principale ici. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a supprimé la page d'accueil de l'administration qui donnait accès aux différentes rubriques, aux différentes entités de l'administration. Et donc maintenant, on peut accéder à ces rubriques directement depuis la barre de navigation. Donc ces rubriques que l'on retrouve ici. Donc je vais naviguer par exemple vers les projets. Donc là, on va arriver directement sur la page de gestion des projets. Et donc, en arrivant dans l'administration, une barre de navigation spécifique à l'administration s'affiche et permet d'accéder à nouveau aux différentes rubriques. Donc, au niveau des utilisateurs, on va retrouver la gestion des utilisateurs, des équipes et de l'historique de connexion. Donc ça, la navigation se fait là à nouveau via un système d'encre. On retrouve les projets, on retrouve les jalons. On retrouve les entités, la personnalisation des entités, où là, on a regroupé les champs personnalisés, la gestion des listes personnalisées et les liens entre exigences. On a ensuite la gestion de tout ce qui est serveur, donc de connecteurs à des outils tiers, donc tout ce qui est bug tracker et serveur de synchronisation, serveur d'exécution automatisée et serveur de partage de code source. Et puis, on va retrouver également toute une partie système, où on aura accès aux paramètres système, aux statistiques, au téléchargement des logs, à la personnalisation des messages sur les pages de login et consultation. Là, on retrouvera toutes les autres informations de l'administration. Si maintenant,
je m'attarde sur la page de consultation d'un élément dans l'administration, donc d'un projet typiquement. À nouveau, petite nouveauté, la page de consultation ne va plus s'afficher sur une page de niveau 2. Là encore, on a voulu réduire le nombre de clics, mais cette page va s'afficher par-dessus le tableau de gestion des projets, avec à nouveau un système d'encre pour accéder aux différentes informations présentes sur la page de consultation d'un projet. Et comme c'était le cas pour les cas de test, on va maintenant avoir la possibilité de naviguer d'un projet à un autre en retombant sur la dernière encre que l'on avait consultée. Voilà pour cet aspect navigation. Pour finir, toujours au niveau de l'administration, je vais vous montrer deux petites améliorations qu'on a faites pour l'association d'éléments à des projets. Donc, en commençant par les habilitations. Alors, je vais peut-être supprimer quelques utilisateurs. Voilà. Donc, pour effectuer une association d'utilisateurs ou d'équipes à un projet, pour les habiliter sur les projets, on peut maintenant le faire depuis ce menu. Et on aura maintenant la possibilité d'habiliter plusieurs utilisateurs à la fois. Jusqu'à maintenant, ça se faisait de manière individuelle. Donc, on a un premier champ qui va nous permettre de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs, et puis un deuxième qui va nous permettre de sélectionner un profil. Et l'habilitation se fait de manière plus rapide de cette manière. Deuxième chose, un petit peu dans le même esprit, c'est au niveau des champs personnalisés, où on a désormais un seul tableau qui va regrouper l'ensemble des champs personnalisés associés aux différentes entités du projet. Donc là, de la même manière, dans la pop-up de sélection, dans la pop-up d'association des champs personnalisés, on va sélectionner tout d'abord une entité à laquelle on va vouloir associer les champs personnalisés. On a la liste des entités ici. Et puis ensuite, un deuxième champ va nous permettre de sélectionner le ou les champs personnalisés à associer à l'entité. Et le tableau sera mis à jour. Donc là, en un clin d'œil, à nouveau, pour avoir rapidement l'ensemble des champs personnalisés associés à un projet. Et puis pour le reste, c'est similaire à ce que l'on a actuellement. Voilà pour cette présentation, pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a plu. Et si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Merci beaucoup Marion. Et on va pouvoir passer aux questions dans l'ordre. Donc, la première, je vois que dans les ajouts d'utilisateurs, on a perdu le bouton « Ajouter un autre ». Cela a été apprécié lors des opérations de masse. Qu'en est-il de ce bouton? Alors, sur l'ajout d'utilisateurs, je ne l'ai pas montré, mais on a toujours ajouté un autre ici. Alors, sur l'ajout, si c'est sur l'ajout d'habilitation, eh bien maintenant, on a la possibilité d'habiliter plusieurs utilisateurs à la fois. Ensuite, existe-t-il avec cette version une corbeille avec fonctionnalité de récupération? Alors non, pas pour cette version qui sortira en mars. Cette version sera iso-fonctionnelle, mais c'est quelque chose qui figure dans notre backlog, mais ce sera pas présent dès la version de mars. Alors, on nous demande qu'est-ce qu'un format de cas de test. Effectivement, on a un champ format qui s'affiche sur la page de consultation des cas de test. En fait, on a la possibilité de créer plusieurs types de cas de test. Les cas de test dits classiques, les cas de test Gherkin. Et dans la version à apparaître en décembre, on aura un format BDD. Donc le format, c'est simplement le type de cas de test que l'on choisit lors de la création des cas de test. Donc c'est des items dans le menu création de cas de test. Alors, j'ai l'impression qu'il manque un élément au niveau du cas de test, la personne qui a créé le cas de test. Alors normalement, ces informations de création et de modification sont affichées au niveau du bloc exécution sur la partie droite. Donc c'est les champs qui ne peuvent pas être modifiés, mais là on retrouve bien le login de l'utilisateur qui a créé et celui qui a modifié. Est-ce que les jalons sont globaux ou dédiés à un projet? Alors ça fonctionne pareil comme actuellement.
Donc les jalons sont activés au niveau de l'instance, mais ensuite ils sont associés à chaque projet. Y a-t-il un historique des modifications comme pour les exigences au niveau des cas de test? Non, enfin là à nouveau c'est la même réponse que ce que j'ai fait précédemment. C'est quelque chose qui figure dans notre backlog, mais ça ne sera pas présent dès la première version refonte en mars. Je n'ai pas vu le bouton de recherche d'exigence lors de l'association. C'est assez utile lorsque l'on utilisera Jira pour lier le cas de test avec le ticket. Alors, le bouton d'association via la recherche, si vous voyez toujours mon écran, oui, il est ici. C'est la petite loupe ici. Donc, cette partie-là n'est pas encore développée, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais en gros, ce bouton-là permettra d'accéder à la page de recherche des exigences et d'associer les exigences qui correspondent aux critères renseignés. Est-ce qu'on peut éditer le pas de test appelé depuis le cas de test qu'il appelle? Non, alors ça c'est de la lecture seule. Alors mon exemple était ici. Non, là on est en lecture seule ici pour éditer les pas de test du cas de test appelé. Il faudra cliquer sur le lien ou aller le sélectionner dans l'arbre. Y aura-t-il un choix de thème possible, un dark mode par exemple? C'est aussi dans notre backlog. Je pense pas que ce sera présent dès la version de mars, mais c'est quelque chose auquel on pense également. Toutes les questions sur les tableaux de bord exportables, pour les custom charts, est-ce qu'on peut accéder à la recherche? Même réponse, c'est dans notre backlog. On espère le faire assez rapidement, mais je pense pas que ce sera présent dès la version de mars. Pouvez-vous nous montrer les cas de test Gherkin? J'aimerais bien, mais c'est une des seules choses qui n'a pas encore été développée dans l'espace cas de test, donc je ne pourrai pas vous le montrer aujourd'hui. Ce sera assez similaire à ce que l'on a actuellement. Au niveau des profils, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils sont personnalisables? Non. C'est la même chose que dans la version actuelle. Les utilisateurs peuvent-ils réinitialiser leur mot de passe s'ils l'ont oublié? Oui, comme actuellement, ça se fait depuis la page Mon compte. À nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà actuellement. Et le mot de passe peut également être réinitialisé via un administrateur. Alors, gestion de la complexité des mots de passe et liens mots de passe oubliés. Alors non, la gestion des mots de passe se fait comme actuellement, donc c'est 6 caractères minimum, je crois. Et liens mots de passe oubliés, on n'a pas pour l'instant de système de notification ou d'envoi de mail via Squash, donc pas de lien mot de passe oublié pour l'instant. Un projet de migration spécifique sera-t-il nécessaire si je passe d'un Squash 1.19 à cette version de Squash? Pour la montée de version d'une version 1. quelque chose à cette version refonte, ça se fera exactement de la même manière que les montées de version habituelles. Donc passage d'un script de migration de base de données et puis modification de l'applicatif, mais rien de plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Comment sont affichés les modèles de projet dans la page de gestion des projets? Alors, on va retourner sur la page de gestion des projets. On a une petite icône qui s'affiche ici dans la colonne modèle. Et donc, on peut... alors oui, un élément que j'ai peut-être pas précisé, c'est que toutes les colonnes des tableaux sont triables. Et donc, on peut retrouver facilement les modèles de projet. Et donc, ils sont caractérisés par cette petite icône dans la colonne modèle. La connexion SSO est-elle possible? Oui, alors elle l'est déjà actuellement via un plugin qui est inclus dans la licence premium de SquashTM. Je vous invite à consulter nos offres sur notre site internet. Pour les graphiques au niveau des affichages, des pourcentages et des indicateurs directement dans les portions, que je disais tout à l'heure, c'est qu'on y travaille, donc ça devrait être fait pour la sortie de la version en mars. Dans la gestion de projet, je ne vois pas de recherche. Oui, c'est simplement pas encore développé, mais on aura toujours un champ de recherche dans toutes les tables de l'administration.
Est-ce que la vue du scénario est identique? Elle sera similaire à ce que l'on a actuellement en version 1.21. Pour les tarifs, identiquement, on vous redirige vers notre site squashtest.com. Il y a une section dédiée sur le site qui s'appelle Nos offres, avec une grille tarifaire détaillée. Au niveau des exécutions, donc ça, je pense que c'est dans la partie campagne, il manque le champ résultats constatés. Sachez qu'on a un champ commentaire qui pourrait servir de champ résultats constatés. Mais je note votre remarque. Lors du déploiement de la nouvelle version en mars, tout ce qui a été précédemment saisi sera bien toujours présent dans Squash. Oui, ça c'est ce que je disais, hein, la montée de version se fait comme ce que l'on a l'habitude de faire, passage d'un script sur la base de données, mais vous ne perdrez pas évidemment vos données. Est-ce que l'espace automatisation est maintenu? Oui, il est maintenu. Dans la section administration de la version actuelle, les paramètres du bug tracker, notamment les noms des projets, ne sont pas conservés dans les modèles. Lorsque l'on crée un nouveau projet Squash à partir d'un modèle, on est obligé de tout paramétrer dans la partie bug tracker. Est-ce que ce sera encore le cas dans la nouvelle version? Oui, ce sera encore le cas. Là encore, je note votre remarque. On avait pris le parti, lors de la création d'un modèle, de ne conserver que le nom du bug tracker et non pas les projets dans le bug tracker associés, puisque on estime que cela peut varier d'un projet à un autre. Mais je note votre remarque. Sera-t-il possible de s'authentifier par un LDAP? Oui, à nouveau via un plugin qui est présent dans la licence premium de Squash, donc un peu comme la connexion SSO. Donc ça change pas. Alors, pourra-t-on accéder aux versions bêta? Oui, alors c'est déjà le cas si vous avez l'habitude d'aller sur notre repo. On peut télécharger les versions release candidate, donc cette version est déjà présente. On essaiera aussi de mettre en place une instance de démo pour que vous puissiez tester et manipuler l'application en avance de phase. L'intégration avec Jira a-t-elle changé? Non, l'intégration avec Jira n'a pas changé. Lors de la présentation, un état a été affecté au cas de test. S'agit-il de l'état de la dernière exécution connue ou bien est-ce que le cas de test était relié à une campagne? Alors, je vais retourner sur les cas de test. Donc j'imagine que vous parlez de ce champ ici. Il s'agit de la dernière exécution du cas de test que l'on retrouve dans l'onglet exécution ici. Et donc pour avoir un statut d'exécution, il faut être associé à une campagne et une itération. Donc je répondrai oui aux deux questions. Pour finir, et ce sera peut-être la dernière question, parce qu'on a dépassé déjà un petit peu, est-ce que le workflow d'automatisation est maintenu et comment est affiché le lien avec un script de test auto? Alors oui, le workflow d'automatisation est maintenu. Malheureusement, là, j'ai pas d'exemple sous la main au niveau de mes projets de démo. Mais en gros, on aura, lorsque le workflow d'automatisation est associé au projet, est activé sur le projet, on aura un nouveau bloc automatisation, donc avec une nouvelle encre qui s'affichera dans ce bloc d'encre ici. Et donc le champ script auto sera affiché de la même manière qu'actuellement. Bien, merci beaucoup Marion. Je crois qu'on a fait le tour du plus possible de questions et on va vous remercier pour votre présence. Je rappelle de mon côté que d'autres webinaires auront lieu prochainement. Vous serez tenu au courant, particulièrement si vous êtes abonné à notre newsletter Squash, qui existe en français et en anglais si vous avez des équipes à l'international. Donc n'hésitez pas à vous y abonner via le site squashtest.com qui recense un maximum d'actualités autour de Squash et dont certaines pages ont été récemment mises à jour autour du BDD, de l'automatisation, du CI/CD. Toutes ces infos sont consultables sur le site squashtest.com. Et à très bientôt pour de nouvelles démos ou de nouveaux webinars. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.